Bienvenue tout le monde. Donc, merci d'être là pour cette grande conférence de la chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques. Une chaire donc de recherche dont le titre hybride, vous le savez, ceux qui la connaissent déjà en tout cas, reflète à la fois le discours que nous tenons en cinéma depuis quelques années, le discours que je tiens moi-même aussi, et qui reflète aussi le brouillage donc des frontières entre les médias depuis ce qu'on a appelé la révolution numérique, qu'on peut appeler plus sagement peut-être la transition numérique, et qui fait que la discipline des études cinématographiques, une discipline dont vous savez que je me fais fort de faire en sorte qu'elle soit reconnue, et je suis heureux qu'elle le soit de plus en plus, alors même que d'une certaine manière, bien, elle est en train d'imploser, d'exploser, d'imploser, et non pas de disparaître, mais de prendre de l'expansion en intégrant le monde médiatique au-delà du seul cinéma, ce qui est une réalité certaine pour les recherches que nous menons au laboratoire Ciné-Média, qui est le laboratoire, donc, ici à l'Université de Montréal, de cette chaire dont je suis l'heureux titulaire. Heureux et fier, parce que nous sommes heureux et fiers à l'Université de Montréal d'avoir ainsi été reconnus par les instances supérieures qui font que, les instances universitaires et le gouvernement du Canada, qui font que l'Université de Montréal accueille la première chaire de recherche de niveau senior en études cinématographiques au Canada. Certains diront oui, mais en études cinématographiques et médiatiques, je dirais c'est exactement ça, vous avez bien compris la leçon. On est donc, cette attribution d'une chaire en études cinématographiques de niveau senior par le gouvernement canadien est quand même quelque chose est un signe de reconnaissance de la discipline. Et c'est une discipline donc qui en est peut-être rendue à, si on reprend une théorie que j'ai développée avec Philippe Marion sur les médias, qui en est rendue à sa deuxième naissance. Vous savez donc que la chaire interroge le rôle des innovations technologiques dans le développement des formes et des pratiques du cinéma et notamment la place qu'occupe le cinéma dans le paysage médiatique contemporain. Depuis l'avènement du numérique, les frontières des médias sont brouillées et la conférence de notre invité d'aujourd'hui, Jean-Pierre Eskenazi, qui me fait plaisir de remercier et d'accueillir chaleureusement. Jean-Pierre Eskenazi, donc, sa conférence porte justement sur la relation de prolongement qui unit les films et les séries télévisées. Jean-Pierre est quelqu'un de bien placé pour faire une grande conférence à la chaire de recherche en études cinématographiques et médiatiques, dans la mesure où lui-même a été beaucoup à cheval entre cinéma, télé et autres médias, et un peu comme nous tous, mais plus particulièrement lui, dans la mesure où il a travaillé beaucoup sur les séries télévisées, parmi les premiers à avoir travaillé aussi fortement depuis le cinéma sur les séries télévisées. Parce que, bien sûr, lorsqu'on travaille sur les séries télévisées depuis le cinéma, ça ne donne pas le même résultat que si on étudie les séries télévisées depuis les communications ou depuis la télé ou depuis d'autres disciplines. Donc, Jean-Pierre Eskenazi est maintenant professeur émérite à la Faculté des lettres et civilisations de l'Université Lyon 3. Il est membre de l'équipe HAR de l'Université Paris-Ouest, Nanterre, et il a été responsable de plusieurs groupes de recherche et ou laboratoires, mais il a été responsable du parcours public et culture au sein du master recherche de son université d'attache, l'Université de Lyon, entre 2005 et 2009. Et à peu près à la même époque, il a dirigé aussi l'axe création du cluster, je ne sais pas si je le prononce bien en français de France, du cluster 13, culture, patrimoine, création de la région Rhône-Alpes. Il est historien du cinéma notamment, sociologue de la culture. Il est spécialiste des sciences de l'information
et de la communication et a toujours eu, bien sûr, je dirais pas un penchant parce que c'est plus que ça, mais en tout cas, ses racines au sein même des études cinématographiques, mais de manière peut-être jamais exclusive, ce qui est une bonne chose aujourd'hui, puisque on peut profiter de plus en plus de l'étendue des savoirs des chercheurs qui, justement, sont pluridisciplinaires et interdisciplinaires, comme j'essaie de l'être, comme lui l'est, etc., etc. Donc, il s'intéresse aux productions culturelles et aussi, ce qui ne déplaira pas à ma collègue Martha Boni, au public. Donc, c'est très intéressant comme questionnement. Je ne sais pas dans quelle mesure on va avoir un reflet de ça dans sa communication d'aujourd'hui, dont je ne connais pas totalement le contenu. C'est une commande, entre guillemets, qu'on lui a fait pour la chaire de recherche à Jean-Pierre, qu'on lui a fait, au fond, Martha Boni et moi, dans le cadre du cours, en partie dans le cadre du cours que nous donnons, un cours qui porte sur le hors-film et qui a comme sous-titre la télévision projeté, qui est une expérience nouvelle, un cours nouveau que nous avons créé, Martha et moi, qui se donne pour la première fois cette année ici à l'Université de Montréal. Et peut-être oserais-je dire que c'est peut-être le premier cours à se donner sur le phénomène du hors-film sur cette planète. On verra, on pourra faire une recherche pour voir, mais peut-être est-ce le cas. Le phénomène du hors-film, c'est-à-dire tous ces projections en direct souvent qui sont montrées dans des salles de cinéma à partir de lieux culturels autres, parfois pas culturels parce que ça peut être le sport, et comme le Metropolitan Opera ou l'Opéra Bastille qui nous présentent donc en direct ou en différé dans les cinémas des opéras, mais aussi il y a eu des pièces de théâtre, etc., etc. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais notre cours porte là-dessus et une partie de l'auditoire aujourd'hui, je les salue, est constituée des étudiants à ce cours, en plus de je dirais, je vais faire un peu la blague, de la clientèle habituelle de la chaire, comme si ça pouvait exister. Voilà. Donc, Jean-Pierre a écrit notamment en cinéma sur Godard, sur Hitchcock, et il est, comme je vous ai dit, un des principaux exégètes des séries télévisées puis de leur rôle dans le paysage audiovisuel contemporain. Il a fait notamment l'important ouvrage, il a signé l'important ouvrage « Les séries télévisées, : l'avenir du cinéma, ? » Comme bien des ouvrages intelligents. Son titre de livre comporte un point d'interrogation. Je dis que c'est intelligent parce que souvent, j'explique que la fin du cinéma, point d'interrogation, c'est très important le point d'interrogation dans cet ouvrage que nous avons publié, Philippe, Marion et moi, dans des préoccupations qui sont chères à la chair. Excusez-moi. Ses plus récents travaux portent sur Deleuze. Espérons qu'il trouvera la possibilité de venir nous présenter ça ici un jour. Son dernier livre, donc, c'est l'analyse de films avec Deleuze, et c'est paru en 2017, c'est tout frais, chez CNRS Éditions. Il a dirigé aussi aux éditions L'Harmattan la collection Champs visuels et la revue Médias et Culture, et actuellement, il dirige la revue Écran. Il a été coordonnateur d'un réseau, Sociologie de l'art et la culture, et à l'Association française de sociologie. Et il a été associé, donc, il est associé au Centre de sociologie des représentations et des pratiques culturelles. Cette année, toute l'année, Jean-Pierre est professeur invité à l'École des médias de l'UQAM, où il donne 4 cours qui portent sur les enjeux sociaux de la télévision, les rapports entre télévision et cinéma, etc., etc. Il pourra peut-être en glisser un mot. Et donc, je vais l'inviter bientôt à monter, après avoir monté ici, prendre ma place pour faire sa conférence. Et après vous avoir parlé un peu du dispositif des questions et réponses, c'est ma collègue et amie Martha qui va donc diriger la période de questions. Pour ce faire, il y a un petit dispositif. Jean-Pierre reste ici, bien sûr, et Martha va se présenter au micro qui est ici à droite, et les gens qui posent des questions vont se présenter au micro ici à gauche. C'est important parce qu'il faut pouvoir faire la captation du son, et donc c'est important que vous vous rendiez là. Donc, si vous avez des questions à poser, vous lèverez la main, mais n'hésitez pas, au lieu de lever la main, à vous rendre carrément au micro, puis vous pourrez poser vos questions. Alors, je vous remercie encore d'être là et ça me fait plaisir. Il me fait plaisir de demander à
Jean-Pierre de venir vous entretenir de ses préoccupations sur le cinéma et la télévision. Merci beaucoup André, de l'invitation, de la présentation précise et chaleureuse. Et donc, je voudrais... Il y a encore un point d'interrogation dans le titre, les séries prolongation du film. Je voudrais essayer de montrer comment on peut traiter des séries effectivement du point de vue du cinéma, du point de vue des recherches de cinéma. En fait, je voudrais dire qu'il y a en ce moment une évolution je voudrais constater qu'il y a une évolution de ce qu'on appelle les séries, qu'on appelait auparavant les séries télévisées. Justement, d'ailleurs, le fait que télévisé n'ait plus grand sens, c'est pour ça qu'on met les séries maintenant dans les titres, hein. Simplement, montre qu'il se passe quelque chose qui concerne d'une certaine façon le cinéma. Ça sera accompagné de diapositives qui indiquent ou qui résument ce que je suis en train de dire pour ordonner un petit peu les choses, qui vous serviront peut-être à comprendre ce que je suis en train de raconter si jamais ce n'est pas trop clair. Donc pour mesurer le hors-film que constituent les séries, il faut commencer par le commencement, me semble-t-il, c'est-à-dire la constitution des formats cinématographiques et télévisuels, c'est-à-dire la manière dont le cinéma s'est imposé, dont le film s'est imposé à nous, sous quelle forme s'est imposé à nous, sous quel compromis social il s'est imposé à nous, de même que pour les séries télévisées. Alors je vais rappeler des choses que tout le monde connaît dans ces deux premières parties, mais qui serviront de décor ou de cadre à ce que je vais raconter ensuite. Et puis ensuite, dans la troisième partie, j'essaierai de comprendre comment les séries sont en train d'évoluer aujourd'hui, ou du moins, plus exactement, dont l'évolution a commencé d'ailleurs ont évolué, disons, depuis les origines, pour aboutir à ce qu'elles sont aujourd'hui, accélérées par, bien sûr, comme André l'a rappelé, le phénomène numérique. Donc, d'abord l'invention du cinéma. Je commencerai par l'invention du cinéma et l'invention de la télévision pour remarquer une toute petite chose, c'est que l'invention du cinéma se situe pleinement dans le cadre du XIXe siècle. C'est quand même quelque chose qui est presque l'aboutissement des évolutions du XIXe siècle, alors que la télévision, elle est totalement prise dans les conflits idéologiques du XXe siècle, et que ça fait une très grande différence. Il me semble que le XIXe siècle, il est marqué d'une part par une curiosité scientifique nouvelle, fondée sur un nouvel empirisme. La médecine, au début du XIXe siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les médecins commencent à toucher les patients. On commence à penser que la palpation est l'acte médical par excellence. Les académies scientifiques, je cite des choses dans un total désordre, mais pour indiquer un certain nombre de choses. Les expériences, les amateurs multiplient des expériences scientifiques de tous ordres. Un moine qui s'appelle Mendel, qui travaille en Allemagne, invente la génétique sans le savoir, autour de 1830-1840, et son invention sera reconnue simplement 30 ou 40 ans plus tard. Il y a une curiosité scientifique absolument extraordinaire qui parcourt le XXe siècle, qui fait que les sciences soit se créent, comme la génétique, soit subissent des évolutions absolument remarquables. Bon, je ne vais pas m'appesantir de ce point de vue. Cette curiosité scientifique, elle touche tous les domaines sociaux, y compris le domaine artistique, notamment avec le mouvement réaliste qui touche aussi bien la peinture que la littérature, d'une manière tout à fait évidente, dont Jonathan Crary, par exemple, a fait l'analyse. Je donne quelques indications d'auteurs qui illustrent ce que je dis, mais c'est vraiment des indications très brèves de ce point de vue-là. D'autre part, le XIXe siècle, c'est aussi, alors j'ai marqué le développement de la culture, mais on pourrait presque dire l'invention de la culture, parce que la culture n'existe pas avant le XIXe siècle. C'est-à-dire que les objets culturels, ils concernent une toute petite partie de la population. La culture, elle concerne quoi? Qu'est-ce que c'est la culture, par exemple, pour la France du XVIIIe siècle? C'est la culture de la terre. Les gens sont en grande partie illettrés, et un accès véritable à la culture n'existe pas. Mais le XIXe siècle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est
les journaux qui commencent à vendre à partir de la décennie 1830-1840 à des prix en abaissant énormément les prix, en devenant industriels, en se fondant sur la publicité, qui engagent des feuilletonistes pour écrire leurs romans au jour par jour dans leurs journaux. C'est le début aussi du spectacle vivant, de la chanson. C'est, par exemple, aux États-Unis, les succès des spectacles Shakespeare, des spectacles populaires Shakespeare, hein, dont les historiens de la culture américaine ont fait l'analyse. C'est l'émergence d'une classe qui n'est pas réduite à une pure élite au domaine de la culture. Bien sûr, le fait que les gens veulent de plus en plus apprendre à lire, hein, n'est pas étranger à ce phénomène. On dit par exemple en France que c'est Jules Ferry qui a inventé l'école, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Entre 1850 et 1860, il y a 10 à 15 000, hein, c'est difficile de chiffrer exactement, 10 à 15 000 écoles privées pour apprendre la lecture s'ouvre dans toute la France parce qu'il y a une demande populaire, hein, absolument extraordinaire d'apprendre à lire. L'école laïque de Jules Ferry, c'est quelque chose qui ne fait que répondre à une demande sociale qui existait, qui a commencé bien avant, hein, cela. Alors c'est quelque chose qui a été extraordinairement documenté, hein, par les historiens de la culture. Et le 19e siècle, bien sûr, c'est le développement du premier capitalisme. Là encore, je ne développe pas ça. Le premier capitalisme et sa critique, hein, par Marx notamment, évidemment. Ce capitalisme, il est productif, il est aussi banquier. Hein, le développement des moyens de communication va permettre aux banques de prendre un essor et à la spéculation de prendre un premier essor, hein, pendant toute cette période. Un capitalisme qui est souvent extrêmement dur, je rappelle par exemple qu'en France, l'interdiction de travail des enfants ne sera en dessous de 14 ans, dans les mines, ne sera promulguée qu'en 1892. Hein, donc en fait, il y a des enfants qui vont travailler dans les mines pendant tout le siècle. Hein, travail extrêmement dur. Exemple. Et bien le cinéma me semble réellement, l'invention du cinéma me semble au confluent de ces trois domaines. D'une part, on voit bien qu'il y a tout à fait une suite d'expériences sur l'image en mouvement qui viennent de scientifiques, qui sont faites par des scientifiques. C'est une histoire que vous connaissez sans doute très très bien, dont Edison est finalement l'acmé. Pourquoi? Parce que Edison, c'est un scientifique, mais c'est aussi un entrepreneur, hein, qui joint les deux dimensions, capitalisme d'un côté, curiosité scientifique de l'autre. Il vient aussi d'une demande de spectacle qui parcourt du XXe siècle, et le succès immédiat du cinéma en tant que spectacle en témoigne. Hein, on se rappelle que avril ou mai, je ne me rappelle plus, avril ou mai 1896, Louis Lumière dit le cinéma n'a aucun avenir commercial. Hein, il voit l'avenir du cinéma comme le seul documentaire, et évidemment il se trompe complètement. Mais le cinéma rentre dans cette demande de spectacle et de culture qui parcourt le 19e siècle d'une façon très forte et immédiate, en prenant acte de tout ce qui se passe. Et bien sûr, le cinéma est l'objet de luttes entre capitalistes, entre industriels plutôt du cinéma immédiate. Hein. En France, Pathé, Gaumont, aux États-Unis, Edison, le trust formé par Edison pour essayer de réduire les choses, et puis l'arrivée de la bande des Juifs, Zukor et autres, qui vont construire Hollywood. Donc, il me semble qu'il faut bien se rappeler de cette origine première du cinéma dans ce berceau du XIXe siècle, qui explique un certain nombre de choses. Mais d'un autre côté, le cinéma n'est pas tout de suite le cinéma. Alors, ici, on a le spécialiste de la chose, André Gaudreault, qui a montré que le cinéma était d'abord le cinématographe, hein, c'est-à-dire ce que j'appellerais le premier format culturel du cinéma. Qu'est-ce que c'est un format culturel? Un format culturel, c'est l'alliage entre une technique et une façon de l'utiliser, un compromis social pour l'utiliser.
hein. C'est-à-dire que c'est une technologie, avec un tiret entre les deux. C'est une technique avec un langage qui fait que ce cinéma va trouver son mode d'apparition. C'est-à-dire que le cinéma apparaît à cette époque comme le cinématographe, c'est-à-dire il se stabilise dans un langage particulier, fondé sur les attractions, hein, là encore je n'y reviens pas, c'est des choses que vous connaissez très bien, mais aussi sur un mode de diffusion sociale et culturelle que les salles qui sont les Nickelodeon vont représenter d'une façon remarquable. Hein. Ces petites salles, on entrait avec états-uniennes, où on entrait avec un nickel et où on jouait des films en permanence. Le Nickelodeon, c'est le symbole du format culturel, c'est-à-dire de la forme de compromis, hein, par lequel une société s'approprie une technique. En l'occurrence, c'est le cinématographe qui fait figure du premier format culturel du cinéma. Mais, comme vous savez, on ne va pas en rester là. Sous l'impulsion de Zukor et de quelques autres, en tout cas pour ce qui est des États-Unis, le cinéma achève de devenir le cinéma, c'est-à-dire que la technique trouve son compromis social, trouve sa forme de diffusion qui est centrée autour de, cette fois-ci, du long métrage, hein, du long métrage de fiction, du long métrage racontant une histoire, et d'une salle de cinéma construite cette fois-ci à l'image des grands théâtres, hein, toute cette construction de salles de cinéma entre 1912-13 et puis et par la suite aux États-Unis, de très grandes salles qui visent à concurrencer les grands théâtres, hein, une forme de diffusion qui est bien représentée par l'arrivée du modèle hollywoodien. Alors, c'est une combinaison qui s'est avérée remarquable, parfaite, entre la technique, le public, l'industrie et ce langage, un langage du cinéma qui est celui du film de fiction. Là encore, ça a été étudié pour ce qui est des États-Unis par les auteurs que je cite. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce format culturel du cinéma, il va se propager dans le monde entier et qu'il n'y a pas tellement d'exceptions sur le fait que finalement le film de long métrage et la salle de cinéma construite comme un vaste théâtre devient le lieu où les films sont projetés et où ce type de film va s'affirmer. Y compris dans une industrie comme l'industrie japonaise, finalement, malgré l'influence du théâtre no, etc., et des différences qui vont marquer le cinéma japonais avec notamment la présence des gens qui racontent les histoires dans le fond de la salle et qui font que le cinéma japonais va rester muet jusqu'à 1936, eh bien, en fait, même là, l'industrie se met à ressembler à celle qui est construite à Hollywood. Alors, cette stabilisation et l'universalisation de ce format culturel bâti autour du long métrage diffusé dans les salles de cinéma, eh bien, est le point d'origine de ce qu'on peut appeler l'art du cinéma, l'art de la mise en scène cinématographique. C'est-à-dire, de mon point de vue, l'art de composer des mouvements de film grâce aux opérations inséparables de cadrage et de montage des images et des sons dans un cadre narratif presque toujours. Donc, en fait, cette conception du mouvement, bon, c'est celle que j'ai proposée dans mon travail sur Deleuze, mais il y a d'autres conceptions de la mise en scène, bien sûr, qui existent et qui sont étudiées un petit peu partout. L'art du cinéma, il n'a pu se développer qu'à partir de la stabilisation d'un format, et ce format, c'est celui de l'art du récit, des longs métrages, tel qu'il a pu se mettre en place, disons, à partir de 1914-1915, notamment, bon, on connaît le cas de Griffith. Alors, j'y ferai référence un peu plus loin comme cet art de la mise en scène, comme le montage audiovisuel, utilisant ce terme de montage, généralisant, donnant une amplitude au terme de montage un peu plus grande que celle qu'on lui accorde en général. Alors,
La télévision, elle naît dans un tout autre contexte. Hein. C'est plus du tout la même chose lorsque la technique télévisuelle commence à être utilisée. D'abord, c'est celui de la guerre idéologique. Hein. Les premières expériences télévisuelles, c'est 1925 en Angleterre, de la diffusion en direct d'une image, hein, enregistrée grâce à l'électricité et retransmise et diffusée sur des récepteurs électriques aussi qui savent transformer l'électricité en image à leur tour. Donc c'est l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que c'est la période de l'entre-deux-guerres? D'abord, c'est la période de la guerre idéologique, bien sûr. C'est la guerre idéologique. On peut dire que, en tant que machine à informer, la télévision va être captée, saisie dans la guerre idéologique immédiatement et qu'elle l'est encore. Hein. On peut dire que l'un des principaux enjeux de la télévision, ça va être, bien sûr, celui-là. La guerre, ça va se voir notamment par le fait que dès qu'on commence à parler de la technique télévisuelle, les gouvernements vont immédiatement se sentir concernés. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui va immédiatement mettre sous tutelle la télévision, par exemple. Hein. Aux États-Unis, le gouvernement va suivre de manière tout à fait précise les développements de la technique. Le gouvernement va d'ailleurs demander, Roosevelt va d'ailleurs demander à ce qu'on retarde la mise en place de la télévision, qui était prête vers 1938-1939 aux États-Unis, à l'après-guerre. Hein. C'est ce qui va se passer. Hein. On va conserver la radio. Donc, en fait, on sait bien qu'en France, par exemple, où le gouvernement va rester d'État jusqu'à 1984 ou 1984-85. Et qu'il continue à y avoir, bien sûr, partout des chaînes publiques, hein, qui sont à côté des chaînes commerciales. Et il y a des endroits du monde où, dès qu'une dictature arrive, eh bien, qu'est-ce qu'elle commence par faire? Eh bien, elle soumet à la télévision. Hein, voilà. La télévision est prise dans ce contexte du XXe siècle. Ensuite, la télévision est prise dans un capitalisme financier qui s'exacerbe. Hein, le XXe siècle, c'est aussi 1925, c'est tout près de 1929, hein, qui est capitaliste de la spéculation, hein, qui vraiment, et bien sûr, on en subit les effets aujourd'hui, mais on peut dire que dès l'entre-deux-guerres, eh bien, ce capitalisme de la spéculation qui oublie la production d'une certaine façon, ce second capitalisme, il est déjà en place, hein, et on en a les effets dès cette époque. Et les luttes autour de la télévision, notamment par exemple de la télévision américaine, mais aussi de la télévision française, qui ont lieu en ce moment entre les chaînes câblées et puis les grandes chaînes généralistes comme TF1 qui se déroulent, en négociation qui se déroulent en ce moment, eh bien, témoignent de la pérennité de ce contexte sur la télévision. Enfin, on peut dire que là, je me tiens dans une optique qui est plus habermasienne. Hein, c'est cette idée que le XXe siècle, c'est aussi le siècle de la publicité. Le siècle de la publicité et des alliances entre publicité et consommation, et culture pour donner ce qu'on va appeler la consommation. Et donc, en fait, des tentatives réitérées de substituer la consommation à la culture. Alors, je vous renvoie aux auteurs qui sont ici, c'est-à-dire d'essayer de fonder une culture qui soit tellement cadrée, tellement encadrée plutôt, qu'elle empêche les gens finalement qu'elle donne aux gens une culture qui est complètement limitée entre des cadres qui sont très très précis. La télévision est prise dans cette lutte entre consommation et culture, au point d'ailleurs que la télévision est considérée encore aujourd'hui par beaucoup comme un mode de la consommation et pas un mode culturel. Hein. Je me rappelle avoir participé il y a très peu de temps à un numéro sur la culture à la télévision dirigé par François Jost. Hein, et en fait, l'idée du numéro, c'était de dire comment la télévision donne de rares cases qui permettent à la culture de s'exprimer, hein, comme si la culture était exclue, hein, de la télévision par principe. Ou alors c'était une transmission culturelle. Hein. On filme un théâtre, on filme du théâtre, et on envoie à la télévision et autres.
Alors le format culturel qui en a résulté, de toute ce contexte général, c'est ce qu'on a coutume d'appeler télévision généraliste. Il est fondé sur les notions de grille de programme, de rendez-vous familial, de direct, d'espace moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? La grille de programme, c'est le moyen principal de communication entre les institutions de télévision et les spectateurs. La grille de programme, c'est la promesse faite d'encadrer en quelque sorte les programmes, de les minuter très précisément, et aussi de donner rendez-vous aux spectateurs dans des cases pour qu'ils puissent retrouver régulièrement les mêmes programmes. Pourquoi c'est fait? Parce que, à la différence du cinéma, le spectacle télévisuel, il est lié au salon familial et plus à la salle de cinéma. Et donc, en fait, cette grille de programme, elle est faite pour entrer dans le cadre familial. Je parle des années 50 ici. D'où fait que les programmes apparaissent comme des formes de rendez-vous qui sont donnés aux spectateurs. Ils doivent les retrouver de manière tout à fait régulière. On sait bien aussi que, évidemment, la télévision va jouer cette télévision généraliste va jouer sur le direct, c'est-à-dire sur sa capacité technique de pouvoir transmettre des événements immédiatement dans des espaces qui sont éloignés des lieux où ils se trouvent. Le direct reste la forme privilégiée de la télévision, au point d'ailleurs que la télévision, les institutions de télévision n'hésitent pas à mimer le direct dans beaucoup d'émissions qui ne sont pas du tout en direct. Faire croire qu'on a du direct sans arrêt, c'est un des éléments très très importants de la télévision. Et je dirais d'espace moyen aussi. Tout d'un coup, la télévision, c'est un média qui s'adresse à tout le monde. Plus du tout comme la presse écrite qui s'adressait à des lecteurs différents. Ici, je commence à comprendre que Le Devoir, c'est la presse de gauche, me semble-t-il, ici, et qu'il y a une autre presse qui est plus... et que les gens se divisent pour... La télévision, elle ne peut pas faire ça. La télévision, elle doit s'adresser absolument à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, dans le cadre de la télévision généraliste, eh bien, elle réduit les extrêmes et elle utilise quoi? Eh bien, elle utilise les stéréotypes, tout ce qui est commun, en fait, tout le domaine qui est commun, pour pouvoir parler à chacun sans heurter personne. Ça, le domaine des idées toutes faites, des idées convenues, c'est le domaine de la télévision, avec aussi le domaine des émotions, parce que, bien sûr, les émotions, nous les partageons. La télévision française, en ce moment, on fait des tonnes sur l'héroïsme de M. Beltrame. Vous avez peut-être entendu parler de ça sur le dernier attentat. Et pourquoi? Parce que là, tout le monde est d'accord. C'est pas possible de ne pas être d'accord. On a vu d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, il s'est fait renvoyer, il s'est fait accuser par même ses anciens amis de tous les mots MAUX du monde. La télévision généraliste, elle est fondée sur cette idée d'espace moyen. Il me semble que une analyse sociale de la télévision ressort de ce que un certain nombre d'auteurs, dont Foucault, dont Deleuze, Negri, ont appelé la société de contrôle. La télévision, elle est contrôlée. La télévision généraliste, elle est contrôlée, sans cesse contrôlée. En fait, il y a deux grands types de contrôle de la télévision, soit par l'État, soit par la publicité. Mais la télévision, elle marche au contrôle. Voilà. Ces deux techniques naissent d'une manière tout à fait différente, dans des contextes tout à fait différents, et elles se stabilisent d'une façon tout à fait différente. Alors, maintenant, les séries. Les premières séries s'inscrivent inévitablement dans ce modèle du format généraliste, soumis au contrôle. C'est-à-dire qu'elles prennent leur place dans le calendrier de la grille, offrant des rendez-vous où les téléspectateurs sont assurés de retrouver le même univers fictionnel et le même type de récit, ce que j'ai appelé une formule narrative, qui permet aux séries de se dupliquer en quelque sorte. Donc de ce point de vue, elles sont très généralement épisodiques, c'est-à-dire qu'elles racontent une histoire par épisode, du type Colombo, si vous voulez,
Première série Dragnet, par exemple, une histoire policière par épisode. Et elles sont attachées donc à une formule narrative très très précise qui fait que les mêmes éléments peuvent se répéter. Si vous êtes un des habitués d'une série épisodique, eh bien vous pouvez dire, policière notamment, à tel moment il se passera ça, à tel autre moment il y aura ça, à tel autre moment il y aura ça. J'ai fait l'expérience pour un certain nombre de séries, ça marche d'une façon extrêmement précise. Donc ces premières séries, elles sont elles aussi extrêmement contrôlées par la grille de programme, contrôlées par la formule qui leur sert de modèle et par l'univers fictionnel qu'elles veulent développer. Et en fait, il y a un accord qui est trouvé avec le spectateur sur ce modèle de répétition. Ça ne veut pas dire que ces séries-là ne peuvent pas être inventives. Beaucoup ont réussi à l'être, parce que qui dit répétition dit aussi variation, et qu'il y a quelques séries qui sont très très importantes dans ce cadre-là, dès la fin des années 50 et début des années 60. Mais voilà de quelle manière elle se présente. Alors, il y a à ce niveau-là, des années 50, une première alliance qui se passe entre le cinéma et la télévision, ou plus exactement, entre les institutions cinématographiques et les institutions télévisuelles. Quelle est cette alliance? Eh bien, c'est que Hollywood, qui est en grande difficulté dans les années 50, eh bien, d'abord extraordinairement méfiant envers la télévision, eh bien, va décider assez rapidement de se prêter à la fabrication des séries télévisées et en fait de mettre ces studios à la disposition des fabricants de séries télévisées. Donc il y a une première alliance qui se passe entre les institutions cinématographiques et les institutions télévisuelles, qui est une alliance purement économique. La manière dont ça s'est passé est assez intéressante quand même, puisque en fait c'est Lucille Ball qui en a eu l'idée, cette comédienne. Alors c'est une comédienne, une petite star, disons, soit une star de second plan, soit dans les grands films, un personnage secondaire féminin, qui était une actrice de comédie plutôt, qui avait un talk show, enfin une émission radiophonique, un show radiophonique régulier. Et quand, j'ai un petit trou, je ne sais pas si c'est CBS ou NBC, je crois que c'est NBC, lui propose de transformer ça en show télévisuel. Mais alors, bien sûr, évidemment, enregistrer les émissions de radio et enregistrer une émission de 20 minutes pour le cinéma, c'est pas du tout la même histoire. C'est beaucoup plus compliqué avec l'audiovisuel. Les gens, il faut qu'ils bougent dans un champ, tandis qu'à la radio, ils peuvent être comme moi, assis devant un micro et à parler chacun à leur tour. C'est très facile à enregistrer. Donc, il faudrait, Lucille Ball, eh bien, on lui dit il faudrait venir à New York pendant non plus une semaine pour enregistrer les émissions du mois, mais pendant tout le mois pratiquement pour tourner tous les épisodes. Et Lucille Ball, elle n'est pas du tout d'accord. Elle veut continuer à avoir une carrière à Hollywood. Et qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que ce futur show télévisuel, eh bien, il soit enregistré dans un studio d'Hollywood avec les moyens du cinéma et avec les techniciens du cinéma. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui fait que, en fait, bien très très vite, on comprend que le savoir-faire des techniciens du cinéma est absolument indispensable aux séries télévisées. La série suivante, Dragnet, c'est la même chose. Ce sont des studios, on utilise en fait très très facilement les techniques des studios de série B pour tourner cette série policière. Elle est tournée dans les mêmes conditions et aussi avec une rapidité qui cette fois-ci qui est ajoutée, qui est obligatoire avec le nombre d'épisodes qu'on doit fournir. Donc les séries naissent grâce au savoir-faire du cinéma. C'est-à-dire à l'art de la mise en scène, à ce que j'ai appelé l'art du montage audiovisuel. D'un autre côté, cet art du montage audiovisuel, bien sûr,
il ne pouvait pas se développer beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut bien penser que l'écran de télévision, à cette époque, il est tout petit, l'image est de très mauvaise qualité, elle est en noir et blanc, qu'on peut faire quelques plans d'ensemble, mais le moins possible, parce que ça, les téléspectateurs se crèveraient les yeux à voir ce qu'il y a dans l'image. Hein. Donc il faut marcher beaucoup au gros plan. Évidemment, à cette époque-là, l'art de la mise en scène, il y est extrêmement réduit parce que le spectateur ne pourrait pas en profiter, parce qu'il n'a pas il est dans son salon devant des tout petits écrans, encore des petits écrans, et il ne peut pas profiter de salles de cinéma et d'écrans de la taille de celui-ci, par exemple. En fait, ce que je proposerais de faire, c'est d'envisager l'histoire des séries, et non plus des séries télévisées, l'histoire des séries comme une progressive autonomisation vis-à-vis du contrôle des institutions généralistes. En fait, le succès des séries et un certain nombre leur succès qui va non seulement être public, mais va entraîner un succès financier absolument extraordinaire dès lors que les producteurs des séries vont pouvoir récupérer les droits, hein, c'est-à-dire à partir des années 70, eh bien, vont permettre aux droits de rediffusion notamment, eh bien, vont faire que de plus en plus les séries vont tenter de s'autonomiser du contrôle institutionnel. Et ce succès aussi, il a une dimension très très importante, c'est que ce succès est le succès aussi public, et que les publics vont s'en mêler, extrêmement rapidement. Hein, et que les publics des séries vont très vite traiter les séries comme des objets, certes télévisuels, mais des objets à part, auxquels on peut s'adresser d'une façon particulière. Alors, ce dégagement du contrôle institutionnel, ce dégagement du contrôle de la grille du programme, hein, c'est quelque chose qui va prendre évidemment beaucoup de temps, qui va bénéficier bien sûr de nombre d'inventions technologiques, mais qui me semble une perspective avec laquelle on peut regarder l'histoire des séries de manière profitable pour, en bout de course, peut-être retrouver une nouvelle alliance avec le cinéma, ce qui me semble être le cas aujourd'hui, mais une alliance qui n'est plus du tout fondée sur l'économique, mais qui est fondée sur une dimension artistique et culturelle. Hein. D'abord, chose dont je parlerai à la fin de mon parcours. Alors, je suis obligé un petit peu de restreindre mon propos parce qu'il y a à cette autonomisation progressive des séries, il y a des raisons qui sont institutionnelles, qui sont économiques, qui sont légales, et il y a aussi des raisons technologiques. Par exemple, les progrès immenses du récepteur de télévision. Aujourd'hui, grâce aux grands récepteurs plats que nous avons dans nos salons, et nous pouvons avoir un rapport avec l'écran qui commence, c'est-à-dire le rapport entre notre distance à l'écran et la diagonale de l'écran, ce rapport-là commence à être celui que, en toutes proportions égales, on peut avoir avec un grand écran de cinéma. Ce qui fait qu'on peut avoir des séries télévisées dont on peut étudier la mise en scène, hein, le montage audiovisuel, de la même manière qu'on peut étudier pour les films. Hein. Il faudrait faire l'histoire du récepteur de télévision dans l'histoire des progrès des séries télévisées. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire, mais c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant. Et on voit, il y a des remarques hein, qui sont faites de temps en temps par les créateurs de séries télévisées sur ces questions-là, qui sont intéressantes. Bon, on ne peut pas traiter toutes les questions, je vais m'en tenir à deux choses. Premièrement, l'autonomisation esthétique des séries vis-à-vis du contrôle télévisuel, et deuxièmement, donc du temps temporel que j'appelle grillagé, c'est-à-dire celui de la grille de programme, et aussi que le rôle de l'appropriation du public, de l'appropriation par les publics des séries
et donc le rôle que jouent ces publics dans ce processus d'autonomisation. Je vais traiter ça à très gros traits, je m'en excuse, mais bon, c'est pour donner une idée de ce que peut être une telle perspective. Alors, premièrement, le point de départ, je le rappelle, c'est celui de l'attribution d'une case horaire par l'institution à les créateurs de séries télévisées, et ensuite par l'exigence de ceci, de la permanence de la fiction, ce que je peux appeler la permanence de la fiction. Les épisodes doivent se ressembler, il doit y avoir une formule identique, etc. etc. C'est de ça dont on part. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, comment, finalement, les premiers producteurs de séries ont résolu la question? Eh bien, ils ont résolu la question en faisant trois choses. Premièrement, ils ont associé l'univers, ils ont fondé leur univers fonctionnel. En fait, la première chose d'une série, premièrement, c'est un univers fictionnel. C'est-à-dire, du point de vue des auteurs, ce qui est souvent appelé une Bible, ce qu'on appelle aujourd'hui quelquefois une mythologie, qui sert de recours. On se trouve dans cet espace-là. Et d'autre part, c'est aussi une formule narrative qui est fixe. Colombo, un assassin huppé commet un crime en se forgeant un alibi. Colombo arrive sur le lieu du crime et il comprend que l'alibi est faux. Et ensuite, troisième partie, la plus longue, il ne cesse pas de tarabuster l'assassin en question. Vous pouvez regarder tous les Colombos, ça se passe exactement comme ça. Voilà. Un mauvais Colombo, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un Colombo dans lequel la partie de l'assassinat est trop longue, dans lequel on ne peut pas voir Falk à la fin. Voilà. On a des critères pour décortiquer et voir les épisodes. Ensuite, sur le savoir-faire du cinéma. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les techniciens du cinéma qui tournent les séries et qui amènent leur savoir-faire pour faire les séries. Alors, on peut par exemple voir qu'en France, l'hostilité envers le domaine des arts dans lequel se voulait le cinéma et le domaine de la domaine culturel ou de la consommation de la télévision a été telle que les gens de cinéma ont très très peu travaillé finalement sur les séries télévisées ou avec ils ont travaillé le moins possible, d'où l'énorme retard que la France a eu sur, par exemple, les États-Unis et surtout, pour prendre un pays comparable au niveau de la production, sur l'Angleterre, sur la Grande-Bretagne, sur la production de séries télévisées, où on voyait vraiment il y avait deux mondes professionnels qui étaient côte à côte, mais qui se jouxtaient en quelque sorte, mais auxquels on ne passait pas si facilement. Donc, savoir-faire du cinéma, surtout ailleurs qu'en France. Et puis, la troisième chose, c'est cet univers fictionnel, il concerne l'enchaînement des épisodes et même l'enchaînement des arcs narratifs qui doit en fait se faire d'une manière tout à fait régulière dans ce premier temps. Dans ce premier temps, donc, les séries sont essentiellement fondées sur la répétition d'épisodes semblables et indépendants. C'est ce que j'appelle les séries épisodiques. Ce qu'on appelle, je crois, les séries épisodiques. Type Colombo. Même les séries qui ont l'air feuilletonesques, comme ça, qui conservent une suite, les épisodes restent quand même présents des histoires qui sont relativement indépendantes les unes des autres, même s'il y a une très très légère suite. En tout cas, dans toute cette époque, des années qui va jusqu'aux années, la fin des années 70, 1975, disons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces épisodes qui sont semblables et indépendants? Ça veut dire que la production construit ce qu'on peut appeler un calendrier d'épisodes, saison 1, épisode 1, saison 1, épisode 2, saison 2, etc. Un calendrier, construit un calendrier. Les saisons sont comme des années, pour nous, si vous voulez, les épisodes comme des jours. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, on arrive au 20e, on passe à l'année suivante, saison 2, etc. etc. Mais ce qui est clair, c'est que ce calendrier, comme tout calendrier, est totalement insignifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la succession des épisodes ne donne absolument pas sens à la série elle-même. Vous pouvez regarder
un Colombo de la saison 1, puis un Colombo de la saison 4, puis un Colombo de la saison 3, puis etc. Et alors, tout est toujours identique, hein, et le fait que l'un a été tourné avant l'autre ne change absolument rien. Le calendrier est insensé, au sens de 1-sensé, hein, n'a pas de sens. Les épisodes peuvent être regardés dans n'importe quel ordre. Le processus d'autonomisation des séries consiste justement à donner sens à cette succession. Les séries, les auteurs de séries ont fait tout leur possible progressivement pour donner sens à cette succession, pour le fait que nous connaissons bien aujourd'hui, qu'il est très difficile de commencer une série à la saison 2, hein, il faut revenir à la saison 1. Ouais. Il y a toute une mémoire qui s'est amalgamée, qui sert à tout ce qui va se faire ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire à reprendre le contrôle du temps, hein, de la série. Mais on a vu que ce qui fondait la télévision généraliste, c'était la notion de grillage temporel, hein, c'est-à-dire la grille des programmes. Hein. Or, dès qu'il y a une émission qui reprend le contrôle du temps, eh bien là, on a quelque chose qui forme une forme de lutte envers le contrôle institutionnel et son outil fondamental, le temps grillagé. Hein, voilà. Reprendre le contrôle du temps, c'est un élément qui est fondamental pour ces auteurs de séries progressivement, hein, qui va devenir de plus en plus important. Mon hypothèse, donc, c'est que l'histoire des séries serait attachée à la façon dont elles ont donné sens au calendrier des épisodes, hein, dont elles ont créé des temporalités significatives, se libérant petit à petit des contraintes du format généraliste, hein, et que, de ce point de vue, on tient la perspective, le point de vue à partir desquels apercevoir la manière dont les séries se sont installées, dont les séries dites modernes, contemporaines, disons, se sont installées pour nous. Et cette histoire, c'est bien une histoire d'une autonomisation vis-à-vis du premier format culturel de la télévision, premier format culturel des séries télévisées, et la création, ou l'alliance avec les publics, bien sûr c'est nécessaire, une nouvelle alliance avec les publics, au nom d'un nouveau format culturel qui ne détermine plus les séries télévisées, mais les séries tout court. L'ordre des épisodes, donc, ne serait plus insignifiant et quelconque, mais rationnel et expressif. Hein, va devenir progressivement rationnel et expressif. Alors, je propose de dire que là, une nouvelle opération apparaît de ce point de vue-là, une nouvelle opération de montage qui est proprement narrative, hein, une opération narrative, qui concerne l'enchaînement des épisodes et même très très bientôt l'enchaînement des arcs narratifs. Hein. J'espère que vous êtes familiarisé avec cette idée d'arc narratif, hein, une histoire qui commence à être racontée qui est racontée par petits morceaux dans une série télévisée, soit en un, soit en plusieurs épisodes, hein, qu'on retrouve alors qu'il y a d'autres arcs narratifs qui s'entrelacent avec lui. Donc, les séries télévisées ajoutent cette modernisation des séries télévisées ajouterait une nouvelle opération de montage au montage audiovisuel, l'art de la mise en scène venu du cinéma, mais à un montage proprement narratif, qui est celui des arcs narratifs et de l'enchaînement des épisodes. Alors, je nomme cette opération montage narratif, qui s'ajoute en fait, hein, et qui, je dirais même, guide l'opération de montage audiovisuel et hérité du cinéma. L'idée de guide serait peut-être discutée par d'autres spécialistes des séries télévisées. Je dirais qu'en majorité, malgré tout, quand même, la mise en scène dans les séries répond eh bien, à cette mise en forme narrative de l'univers fictionnel de la série grâce au montage narratif.
il me semble quand même que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en scène, qu'elle n'est pas toujours intéressante, et ça ne veut pas dire aussi qu'on ne peut pas voir la patte de certains metteurs en scène dans des épisodes de séries télévisées, mais je pense quand même que l'élément principal reste le montage narratif. Les séries sont profondément narratives, et à tel point narratives qu'en fait, elles sont en train, me semble-t-il, d'obliger la narratologie à se refonder, à se retrouver, disons que la narratologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du récit, l'étude du récit. Le problème avec les séries, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un récit il n'y a pas un récit dans les séries télévisées. Le domaine narratif des séries télévisées, c'est un entrelacement extraordinairement complexe de récits. Et ce que la narratologie des séries doit traiter, c'est cet entrelacement absolument qui peut atteindre des dimensions extraordinaires avec des séries comme Lost ou d'autres. Il y a une prolifération narrative. Alors cette appropriation progressive du temps sériel, à travers le montage narratif, a été accompagnée par l'appropriation des séries par leur public. Ou peut-être, cette appropriation des séries par les publics a suscité, l'action du public est parfois en avance, de ce point de vue, avec les auteurs de séries. L'exemple de Star Trek bien connu le fait penser. Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce point. Alors, le premier exemple, bien sûr, c'est la mobilisation des Trekkers pour la poursuite de Star Trek dès les années 60. Vous connaissez l'histoire, 2 saisons de Star Trek. NBC veut annuler la série qui lui coûte trop cher, mais il y a une mobilisation des amateurs de la série, de la Ligue des écrivains américains de science-fiction, qui obtiennent qu'il y ait une troisième saison. Les amateurs de Star Trek se mobilisent et créent des fan clubs un peu dans tous les pays, créent des fanzines. Cette histoire-là a été faite par Jenkins de façon tout à fait remarquable. Et je vous y renvoie ici, je pense que c'est bien connu. Et ça a provoqué aussi les nouveaux Star Trek qui ont émergé dans les années 70, puis dans les années 80. La première c'est une version qui est une version animée, puis jusqu'à l'appropriation aussi par le cinéma de Star Trek. Alors je voudrais, le temps qui me reste, rendre compte rapidement de quelques étapes majeures de cette histoire. En donnant je vais faire cette petite histoire en marquant des grandes dates avec une série. Alors, bon, c'est une manière de faire qui est un peu arbitraire, qui est même assez arbitraire, mais bon, ça permet de marquer les esprits. Premier exemple, 1980-1987, Hill Street Blues, qui est en quelque sorte l'invention. Alors, il faut se méfier du terme d'invention. Les gens ne font que développer les inventions des autres qui existent avant eux. L'invention pure, ça n'existe pas. Comme pour un sociologue, ça n'a pas de sens, c'est clair. Soit même des génies comme Einstein ou Mozart, on peut faire l'histoire de leur production, il n'y a rien à faire. Bon, donc invention, j'utilise avec tous les guillemets. Voilà. Mais quand même, une grande série très connue qui marche avec des arcs narratifs, c'est bien Hill Street Blues. Un personnage choral, une communauté policière, et chaque personnage a sa propre trajectoire, qui est suivie de loin en loin par la série avec des arcs narratifs entrelacés. Ces histoires n'ont finalement pas toujours grand-chose en commun. Le temps du récit commence à fragmenter le temps de l'histoire, d'une façon qui le morcelle, d'une façon remarquable et extraordinaire. Le même univers fictionnel est donc développé, dilaté, par les différentes histoires des différents protagonistes, tandis que le montage narratif procède finalement soit au croisement, à la convergence, soit à la divergence des lignes de temps sur lesquelles se trouve chacun des personnages. Chaque personnage a sa propre histoire. On peut isoler un personnage et en faire l'histoire particulière, ce que j'appelle une ligne de temps.
hein, mais ces lignes de temps ont des rapports entre elles qui sont quelconques, hein, inattendus, hein, qui rebroussent, qui reviennent, qui croisent une autre, hein, qui se confondent avec une autre, etc. Les années 80, c'est-à-dire en même temps que X-Tribus, sont marquées au plan des publics par des événements très importants. D'abord l'importance nouvelle des chaînes câblées, HBO bien sûr créée en 72, mais dont l'essor véritable date de la fin des années 70 et des années 80 surtout, qui mobilise un nouveau public. Hein. Les chaînes câblées mobilisent un public qui paye, pour avoir la télévision, pour avoir des programmes différents, hein, d'où le fameux slogan de HBO, qui fait qu'une génération, enfin, alors que la télévision était très populaire, elle le devient un peu moins à cette époque-là. Jane Fonda a pu parler de la télévision des yuppies, hein, lors de cette période. D'autre part, deuxième type d'événement, c'est la multiplication des polémiques autour des séries. Hein. Lou Grant, Kanye LSA Dynasty suscitent des polémiques qui sont très très importantes. Hein. Kanye LSA, par exemple, l'histoire de deux policières femmes, dont l'une est jugée par certains grandes ligues de vertu, jouée par une actrice qui aurait des penchants lesbiens ou autres. On est donc au début des années 80, et ils obtiennent le remplacement de cette comédienne, qui est remplacée par une autre, mais ça n'empêche pas les amateurs de la série et des gens plus féministes de vouloir que la série continue à traiter des problèmes féminins contemporains de façon importante, d'où la multiplication de polémiques. Les publics commencent à se battre autour des séries télévisées. Lou Grant, c'est des polémiques politiques autour d'un acteur, notamment de l'acteur principal de Lou Grant, qui devient une sorte de journaliste héroïque qui se bat pour les bonnes causes, etc., qui a tellement de succès comme il se met à penser qu'il va pouvoir faire de la politique, hein, et que embarque la série en la devenant, disons, la série devient trop démocrate au goût des républicains, et finalement qui obtiennent sa terminaison, sa fin. Bon, multiplicité des cas. Les publics, hein, non seulement regardent les séries, mais se mobilisent pour les séries, hein, et se mobilisent publiquement dès cette époque-là. La venue aux séries de nouveaux publics, j'en ai parlé plus haut. Les années 90. Alors, exemple, vous ne pouvez pas ne pas le prendre, celui de Twin Peaks. C'est la décennie de l'explosion générique. Alors, la série de l'explosion générique. Twin Peaks est une série policière, est une série dramatique, est une série, enfin, et tous les genres fantastiques, etc. Hein. La série est construite donc sur d'abord un événement initial catastrophique, hein, la mort de Laura Palmer. Alors, qui servira construire une série sur un événement initial catastrophique va servir de modèle à d'innombrables séries. Hein. On peut dire que là, on a quelque chose qui est la base de l'univers fictionnel de je ne sais pas combien de séries, parmi les plus importantes. Et chaque personnage suit sa pente à l'intérieur du genre fictionnel où il se trouve. Parce que, en fait, là, contrairement à Hill Street Blues, où on avait tous un cadre de réalisme social qui servait de cadre, chacun a son propre cadre social et culturel dans les deux premières saisons, en tout cas, de Twin Peaks, celles des années 90. Multiplication donc des approches génériques qui disloquent littéralement l'univers fictionnel, ce que David Lynch fait aussi dans ses films. Alors, cette dislocation se réfracte grâce au montage narratif dans plusieurs univers fictionnels, ordonnés par des logiques audiovisuelles qui sont tout à fait différentes. Le temps de la série me semble ressembler à celui du Big Bang, hein, c'est-à-dire une explosion initiale et des parties qui s'envolent un peu de tous les côtés, sans jamais se retrouver, sans jamais être convergents, comme c'est le cas pour l'autre aussi. En même temps, les années 90, bien sûr, sont des années capitales pour l'histoire des séries. Premièrement, c'est la décennie de la grande rivalité, aux États-Unis en tout cas, entre les réseaux et les chaînes câblées.
parce que les chaînes câblées se mettent à produire elles-mêmes des séries selon un autre modèle économique et se mettent à concurrencer les réseaux d'une façon très très importante. Les réseaux se sentant concurrencés vont innover, vont donner de la liberté aux créateurs et vont comme ABC qui donne carte blanche à David Lynch, événement absolument tout à fait inattendu a priori, mais ça va se reproduire à de très, très très nombreuses échelles. D'autre part, les séries sont entrées, je l'ai dit, dans le domaine des polémiques dans les années 80, mais dans le domaine des années 90, ça va être bien, entre guillemets, pire, puisque les grands journaux commencent à se mêler aux séries télévisées, commencent à critiquer les séries télévisées, jusqu'à, par exemple, un critique du New York Times en 1995 écrive que dans le domaine de l'invention audiovisuelle, les séries ont dépassé le cinéma. 1995, déjà, quelqu'un dit ça. Et une rubrique série commence à s'ouvrir un peu partout dans les journaux américains. Ça ne sera pas du tout le cas dans les journaux français, par exemple, mais les journaux français, il faut attendre beaucoup plus tard. Et encore aujourd'hui, c'est sous forme de blog plus que de critique. Donc, entrer dans l'espace public des intellectuels, je dirais, des séries télévisées. Mais le phénomène le plus important des années 90, pour ma perspective, c'est celle de la passion déclarée des publics pour les séries. En fait, pendant très longtemps, quand même, on aimait les séries, mais on aimait les séries sans trop le dire, ou on aimait les séries comme quelque chose qui était un genre mineur. On pouvait dire, oh j'ai regardé un Colombo, on ne pouvait pas dire parce que ça m'a plu, on pouvait dire pour me détendre. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, à partir de cette époque, eh bien, des communautés de fans disent, on aime les séries, et ils le déclarent, et ils le revendiquent. C'est une revendication d'une passion pour les séries télévisées. Et ça se multiplie pour des exemples, avec des séries très très différentes. Je discutais l'autre jour avec un collègue de l'UQAM qui me racontait sa passion pour X-Files à l'époque où la série s'est lancée, où ça l'a vraiment... Il ne regarde pas d'autres séries que X-Files pratiquement, mais alors par contre il connaît tout, et puis il a participé à il a suivi tout ce qui s'est passé autour de la série. Mais évidemment, Buffy a été peut-être l'une des séries principales de ce point de vue-là, Friends, Ally McBeal, Urgence, on n'en finirait plus d'avoir cette apparition des publics comme cette passion qui vient au public, surtout qu'il la déclare devant les autres personnes. Alors, je marche par décennies pour aller très très vite, en oubliant évidemment beaucoup de choses. La décennie 2000, elle part en fait de 1997 à 1998. C'est-à-dire, elle commence avec les grandes séries HBO. C'est très clair que là, il y a quelque chose qui devient important. J'ai pris comme exemple The Wire parce que c'est la série peut-être emblématique pour la France en tout cas, parce que c'est la série qui a réconcilié les intellectuels avec les séries télévisées. Vous pourriez me dire il était temps. Oui, il était temps. Mais bon, The Wire a joué ce rôle. D'abord parce que David Simon l'a revendiqué, mais ensuite, c'est un fait social clair. Alors, vous savez ce que c'est que cette série, vous la connaissez, je pense. C'est une série qui est une série saisonnière, c'est-à-dire que chaque saison a sa propre histoire, développe sa propre thématique, comme vous le savez, et chacune explore une part de la ville de Baltimore, dans laquelle est né et dans laquelle a travaillé David Simon, l'auteur. Dans chaque saison, le montage audiovisuel est fait de fin entrelacement entre des arcs narratifs concernant divers personnages qui entretiennent des formes de résonance. On sait que David Simon a voulu travailler en fait avec un nombre très réduit de réalisateurs là, pour bien faire marcher l'audiovisuel avec le narratif, le montage audiovisuel avec le montage narratif, et il y a réussi très bien. La série et s'appuyant en plus sur une documentation commencée tout à fait fine.
Ça fait que l'univers fictionnel, ici, s'épaissit de l'intérieur. On peut dire que la ville de Baltimore prend corps sous nos yeux, avec une thèse fondamentale développée par David Simon à plusieurs reprises dans ses propres conférences, mais qui fait d'évidence le cœur de la série, c'est que quand vous faites partie d'une même communauté, dans une même ville, que vous le vouliez ou non, vous êtes solidaires les uns des autres. Il n'y a rien à faire. Et en fait, cet entrelacement d'arcs narratifs de quartiers de Baltimore, de travailleurs de Baltimore, est fait autour de cette idée assez grandiose qui est magnifiée dans la dernière saison, la saison 5. Donc une temporalité qui est dominée par une contemporanéité obligatoire. Nous ne connaissons pas, nous sommes des étrangers les uns des autres dans une grande ville, mais nous sommes solidaires les uns des autres dans cette grande ville, que nous le voulions ou non. Et d'ailleurs, on en prend conscience à chaque fois qu'il se passe quelque chose de très important. Pour la France, les attentats, je veux dire, la grande manifestation du dimanche qui a suivi Charlie à Lyon reste pour moi un souvenir assez inoubliable. Tout d'un coup, d'une ville qui est faite d'étrangers, mais cette fois-ci, je voyais tous ces étrangers comme si c'était moi-même. On prend conscience de cette solidarité de la ville. Le début des années... Alors, The Wire est évidemment un modèle pour une des séries HBO fondée sur un nouveau modèle économique, je le dis en passant, puisque à partir de ce moment, à partir d'HBO, les chaînes câblées vont consacrer le même budget pour une saison d'une série, mais avec pratiquement moitié moins d'épisodes. Donc en fait, chaque épisode bénéficie d'un doublement de son financement, ce qui donne évidemment un soin tout à fait nouveau à la réalisation des séries. Alors, les années 2000 sont surtout, l'entrée en scène du téléchargement et du sous-titrage, d'abord illégal. Alors, c'est un phénomène, évidemment, le phénomène numérique, l'entrée en scène du numérique, c'est le téléchargement et le sous-titrage. Alors, ce sur quoi je voudrais bien insister, je n'ai pas pu convaincre les gens auxquels je voulais confier un budget de recherche pour travailler sur cette question, qui est que ce sont des geeks, des amateurs de séries geeks qui inventent les logiciels, qui inventent tout ça. Ce n'est pas les institutions, c'est les publics qui utilisent, font marcher le numérique à leur profit. Là, les publics jouent un rôle réellement fondamental. Netflix a été inventé à l'origine, l'idée de Netflix est inventée à l'origine par des gens qui voulaient juste voir leur série. Voilà. On dit, quand j'ai défendu cette idée devant des économistes, ils m'ont littéralement ri au nez. Parce que les gens ne peuvent rien inventer, ce qui peut inventer, c'est des entreprises, des institutions, etc. Nous sommes déterminés, nous sommes pris dans des cadres. Alors, le résultat, c'est comme il y avait des économistes qui décidaient du projet de financement, je ne l'ai pas eu, mais en fait, l'histoire, quand on regarde les choses un petit peu dans le détail, la manière dont ça s'est passé, c'est tout à fait évident que ça s'est bien passé comme ça. Il est très clair que cette impatience des publics à voir le public est un coup de couteau dans le contrat de la grillagisation des séries télévisées, dans l'imposition de la grille de programme, c'est-à-dire dans l'idée qu'on peut voir maintenant les séries quand on veut. Il faudrait faire tout, je n'ai plus le temps vraiment de développer ça, mais d'abord, les séries américaines peuvent être vues du jour au lendemain en France. D'autre part, très rapidement, on va pouvoir regrouper, grâce au numérique, on va pouvoir stocker, charger et voir des séries en entier, une saison en entier pendant une nuit. Le temps, tout d'un coup, le temps éclate. Le temps du téléspectateur. Alors, je pense que vous savez ça très bien, donc je vais un peu... Je poursuis. La série 2000, elle est quand même d'abord celle des publics, et puis après celle de la reprise en main par les institutions, comme on va le voir. Elle est aussi... Alors, j'ai pris une série que j'adore personnellement, qui n'est pas très connue, mais qui s'appelle Battlestar Galactica, qui date de 2004, qui est
pour donner un petit écho à Star Trek aussi, c'est d'une certaine façon une suite, une transformation complète de Star Trek, et qui est une série absolument extraordinaire. Tout seul dans mon petit appartement de Montréal, je l'ai regardé, je me suis regardé à nouveau, et c'est vraiment, surtout la saison 4, c'est un chef-d'œuvre absolu cette série-là, hein, quelque chose de totalement grandiose. Alors c'est sur le fond d'une chronique de la vie d'une communauté politique en guerre, la série transforme un schéma, narratif, les bons contre les méchants, qu'on a au début, mais ça se transforme complètement en la quête absolument désespérée d'une définition de l'humain. Hein. En tant qu'humain, qu'est-ce que nous sommes, hein, voilà. Et avec une grande réflexion autour du paradoxe de Turing, c'est-à-dire de qu'est-ce qui nous différencie des robots, hein. Quand les robots sont vraiment au point, comment ils pourraient ne pas être humains, hein, finalement, hein. C'est une des questions essentielles de cette série-là qui est posée. Alors, les grands bouleversements se poursuivent. Vers la fin de la décennie, alors, après une tentative de régularisation de la passion des amateurs très difficile et presque impossible, c'est l'entrée en scène de Netflix et d'Amazon qui, eux, vont régulariser les choses, hein, et qui vont d'ailleurs, je suis sûr qu'en France, on voit bien qu'en ce moment, par exemple, les gens qui téléchargent commencent à être punis, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout, mais je suis bien sûr que l'influence de Netflix et de Amazon là-dedans n'y est pas pour rien, hein. C'est tout d'un coup, la coïncidence est un peu trop forte pour que ce soit complètement à hasard. Et puis, bien sûr, l'autre grand phénomène, et là, tous les étudiants de Martha Boni connaissent beaucoup mieux que je pourrais leur expliquer, qui est l'entrée en scène des réseaux et la manière dont les réseaux vont démultiplier les interactions entre toutes sortes d'acteurs, qui fait que la multiplicité interprétative sur les séries télévisées prend des dimensions internationales absolument extraordinaires, se croise d'une façon qui est qu'elle est en train d'essayer d'analyser. Je termine avec l'idée de vous inciter à voir Rectify, qui est une série, bon, je vais arriver à la conclusion tout de suite, qui est vraiment tout à fait formidable et remarquable, qui est produite par Sundance, hein, c'est-à-dire la télévision qui est liée au festival de Sundance initié par Redford, c'est une chose très très belle, hein, qui s'inscrit dans un cinéma à la fois antonionien, enfin bon, qui est vraiment une série très très cinématographique pour le coup. Et c'est là où je voudrais me conclure. Bon, il y a Fargo aussi, alors je vous signale qu'ici il y a une personne qui a fait un mémoire sur Fargo absolument sublime, qui s'appelle Camille Chameau-Martinez, hein, qui est étudiante de Martha Boni, qui a fait un travail sur Fargo, un travail de mémoire. Je ne sais pas si elle n'est plus là, elle est là ? Elle n'est plus là. Absolument merveilleux, hein, travail de mémoire de maîtrise, c'est ça ? Mais qui vaut bien des thèses, hein. Il faudrait le publier, hein, c'est un travail sublime sur Fargo. Bon, je vais conclure parce que j'ai plus de temps, parce que mon temps est passé, et je voudrais insister pour conclure donc sur deux choses. Premièrement, le format initial des séries télévisées, certes, il perdure, mais maintenant, format culturel, mais il doit être associé avec un nouveau format qui est un nouveau format culturel de diffusion des séries et non plus des séries télévisées. Et deuxièmement, sur le renouvellement des liens entre les films et les séries. La première chose, donc ce nouveau format qui émerge, il concurrence l'ancien, qui voit la série feuilletonesque, ou peut-être il faudrait plutôt l'appeler que feuilletonesque, intertextuelle, tant elle est une série qui brasse les références continuellement, non pas seulement d'un épisode à l'autre, mais de tous les épisodes à un seul autre, et à d'autres séries aussi, hein, une intertextualité absolument généralisée qui ravirait Bakhtin, hein, quelque chose d'absolument extraordinaire, là, on manque du souffle bakhtinien pour rendre compte de ces choses-là, qui est aussi lié, bien sûr, à une nouvelle façon de regarder les séries, selon des rythmes individuels, hein, qui peuvent que les rythmes individuels deviennent absolument privilégiés. Il est bien évident que cette façon de regarder aussi sur des nouveaux écrans, qui sont les écrans des ordinateurs, hein, la plupart du temps, aussi liés à la télévision, qui font des récepteurs de télévision un récepteur de l'ordinateur et non plus d'une diffusion hertzienne ou câblée ou autre, hein, transforment
notablement les façons de regarder les séries télévisées. Ce nouveau format coexiste avec l'ancien. En ce moment, il est celui de la jeune génération contre l'ancienne. En France, c'est très clair. La télévision généraliste, elle est regardée à partir de 40 ans. Hein, c'est tout à fait évident. Avant 40 ans, rares sont les gens qui... Enfin, la moyenne du temps à regarder la télévision généraliste est très faible. Hein, enfin, très faible. Très faible par rapport à ce qu'elle était auparavant. Hein. Est-ce que cette nouvelle génération va mettre complètement de côté la télévision généraliste? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Et une nouvelle alliance avec le cinéma se forme. C'est très important, évidemment, ici, dans ce cadre-là. Il est non plus fondé sur l'économie, mais sur les innombrables passages et transitions qui existent aujourd'hui entre film et cinéma. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas ce qu'il est le cas du Canada, mais en France, de plus en plus, dans des salles de cinéma, il y a des festivals de séries télévisées. Hein, des séries qui se mettent à s'installer dans des salles de cinéma. Hein, voilà une chose très nouvelle. Aux États-Unis et un peu partout dans le monde, les transitions des acteurs, des metteurs en scène entre séries et télévisées, qui ne cessent pas de naviguer. Hein. On voit bien comment des séries télévisées trouvent leur suite au cinéma et certains films trouvent leur suite à la télévision, hein, dans des séries télévisées, hein, des séries plus télévisées d'ailleurs. Enfin, les voies de passage et les transitions ne cessent pas de s'ouvrir, comme si les deux domaines avaient été percés, la frontière avait été percée de toutes parts, hein, un espèce de mur de Berlin qui s'effondre, et que tout d'un coup, l'interpénétration entre les deux est extraordinaire. David Lynch revient faire un nouvel épisode, une nouvelle saison de Twin Peaks, mais on ne sait pas bien si ce n'est pas un film, comme certains appréhendent l'entièreté de la saison. Les Fargo analysés par Camille Chameau-Martinez sont des remakes du film plus que de nouveaux remakes du film plus que des remakes. Les interprétations se multiplient continuellement avec cette interpénétration des écrans dont parlait André tout à l'heure, hein, qui fait que tout ça est regardé et vu de toutes les façons, de multiples façons. Hein, et que là, on est devant quelque chose qui est un phénomène qui, semble-t-il, ne peut que s'accélérer parce que c'est aussi un succès qui est économique. Et je vais m'arrêter là. On m'indique qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de questions et réponses, n'est-ce pas? Exactement. Malheureusement, il y a un cours qui commence à 13h. Alors, on a peut-être le temps pour une question. Bien, écoutez, je vais être égoïste. D'abord, je vais remercier, altruiste, je vais te remercier, Jean-Pierre. Puis je vais te poser une question rapide. J'ai trouvé... 10 minutes pour la question, on s'est arrangé avec la fin. Ah ouais, OK, bon. Je m'excuse d'avoir été long. Je te pose une question un peu rapide, mais j'ai été intéressé de voir que justement, je ne sais pas depuis quand tu as laissé tomber dans l'expression série télévisée, mais moi-même avec Joss, notre récent ouvrage remis au goût du jour, on a hésité à laisser série et télévisée ou série, parce que série, ça peut être bien des choses, bien sûr. Puis de toute façon, même à Cannes, maintenant, il y a le festival donc des séries. Alors, on laisse tomber de plus en plus télévisé parce que c'est pas adéquat. En même temps, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans la mesure où ça va peut-être faire un genre de télescopage, puisqu'on ne pourra pas différencier les séries cinématographiques comme Star Wars, mettons, des autres séries télévisées, donc des autres séries. Et d'une part, d'autre part, je suis très favorable à l'abandon du terme télévisé, mais peut-être qu'à un moment donné, on aurait besoin d'un terme plus générique ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Oui, je ne suis pas très doué pour inventer des mots, pour forger des nouvelles entités, donc je ne sais pas bien. En fait, tant que télévision est associée à la télévision généraliste, ça reste un problème. Voilà. Maintenant, il y aura une nostalgie à les appeler séries télévisées, c'était bon, les anciennes séries, etc. Mais maintenant, les jeunes, ils n'ont plus cette nostalgie de la télévision-là, donc je ne sais pas. C'est sûr qu'il peut y avoir, d'un autre côté,
il y a des termes qui servent à plusieurs arts en même temps, hein, ça existe. Donc pourquoi pas les séries. Est-ce que le mot série pourrait rapprocher des séries cinématographiques comme Star Wars, de Star Trek et faire naître des comparaisons, rien que parce qu'on utiliserait un seul mot, hein. Donc peut-être ce serait bien d'utiliser un autre mot, mais moi je ne vois pas tellement d'objection finalement à l'ambiguïté. Est-ce qu'il y a une question? Peut-être. Peut-être oui, pour rebondir sur la question différence cinéma et télé ou pas, la question du montage. Parce que c'est sûr que les outils dont tu as parlé sont des outils surtout narratologiques et tu as parlé de montage narratif, donc arc narratif, etc. Après, c'est quand même la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est ça qui différencie le cinéma et la télévision? Donc en gros, la durée, les séries durent très longtemps, un film moins. Ou est-ce qu'il y a aussi autre chose à chercher dans la dimension plastique, des images et du son, et dans ce cas-là, dans le montage qui serait plutôt du visuel, dont tu as parlé un petit peu pour certaines séries? D'abord, c'est vrai qu'on pourrait trouver des films qui ont l'air de séries, hein. Je pense à certains cinéastes comme Rick Altman, par exemple, dans lesquels il y a des films qui sont construits sur le schéma de l'arc narratif. J'ai vu il n'y a pas longtemps un film de 1948, un film italien de 1948, dans lequel il y avait des personnages chorales qui se rencontraient. J'arrive pas à le retrouver. J'ai voulu le retrouver hier, j'ai pas réussi. C'est un film pas très connu, bon, dans lequel il y a des films qui sont fabriqués comme sur un modèle narratif qui est celui des séries télévisées. Bon, moi, ce que je crois, c'est que quand même, les films sont fidèles à l'idée du récit. D'un récit qu'on développerait, hein, lentement, vite, rapidement, etc. Tandis que la notion de un récit éclate complètement avec les séries télévisées. Et que, avec des exceptions, je pense quand même que cette prééminence de ce que j'ai appelé le montage narratif, c'est-à-dire le fait de l'entrelacement des épisodes qui font éclater l'univers progressivement selon une perspective temporelle précise, ou plusieurs perspectives temporelles, selon les idées de Sarah Hatchwell, eh bien, c'est ce qui opposerait les films et les séries. Le fait de pouvoir se développer dans la durée fait que le récit unique éclate avec les séries télévisées et qu'on doit avoir, du point de vue narratologique, on doit forger, me semble-t-il, des outils nouveaux permettant de rendre compte de cette diversité narrative extraordinaire qui fait que à chaque fois qu'on veut étudier une série, nous autres, eh bien, on ne sait pas comment faire parce que étudier une série qui compte 150 heures de projection, ça pose des problèmes qui sont narratifs notamment. Tandis que quand on pouvait faire tenir l'histoire d'un film en 3 lignes de résumé dans un programme de cinéma, hein, on allait voir un film ça allait très bien. Une série, c'est plus possible, c'est terminé, on ne peut plus faire ça. Comment on fait, hein, pour prendre en compte la totalité, cet entrelacement-là? Voilà. Je crois que c'est cette différence-là. Et voilà, qui fait que est-ce que ce que j'ai appelé montage narratif alors ne devient pas le guide, hein, en quelque sorte, de la mise en scène, ce qu'au cinéma on appelle la mise en scène des films? Peut-être bien que oui.